Charles le Téméraire hérite de son père Philippe le Bon d'un duché au faîte de sa puissance. Sa cour est la plus riche et la plus belle d'Europe. On y dépense des fortunes considérables dans les plus beaux habits et des banquets grandioses. Charles est un type orgueilleux, et en tant que fils d'un Philippe, il aime se comparer à Alexandre le Grand. Il aime la guerre, le luxe, la guerre, les tournois, la guerre, les banquets, la guerre et jouer de la harpe. Il n'aime pas Louis XI, la France, Louis XI, les révoltes, Louis XI, la défaite, mais surtout Louis XI. Du coup, il joue de la harpe pour se calmer. Le soir, il va se coucher, escorté non pas par un, mais par 16 écuyers dormant dans l'antichambre. En tout cas, officiellement, parce que officieusement, Charles, il aimait bien les bons hommes. Le rêve de sa vie, c'est d'encore agrandir le territoire du duché, en annexant l'Alsace, la Lorraine et la Champagne, afin d'unifier les territoires de Bourgogne en un seul grand territoire qui séparerait l'Allemagne et la France. Tout cela avant de se proclamer roi et de finir, grâce à quelques magouilles politiques, empereur du Saint-Empire romain germanique. Bref, le type a de l'ambition, quoi. Mais il va avoir cependant affaire à un ennemi redoutable en la personne du nouveau roi de France, Louis XI, dite l'araignée, car il tisse lentement sa toile, sous-entendu, c'est un calculateur machiavélique de très haut vol. Cette espèce de beau gosse là n'a qu'une seule idée en tête: démembrer la Bourgogne afin de pouvoir la rattacher à la France. Il faut dire qu'il s'est pas montré du tout reconnaissant envers son oncle, chez qui il s'est exilé et qui l'a protégé pendant 5 années de son père. De manière tout à fait intéressée, certes, mais tout de même, la pilule est jamais passée auprès de Philippe le Bon, le papa de Charles. Ainsi débuta donc une lutte à mort qui durera 15 ans entre les cousins Louis et Charles. Les deux personnalités de Charles et Louis sont diamétralement opposées. Là où Charles est impulsif et batailleur, Louis est quant à lui calme et calculateur. Là où Louis XI voyait la guerre comme une autre manière de faire de la politique, Charles, lui, il y prend du plaisir, ce qui finira même par lui donner son surnom, le Téméraire. Voilà pour le contexte et l'ambiance bien sympathique de famille. Sitôt couronné par son tonton, Louis XI décide de remanier l'État en confisquant les terres et menaçant les ducs, tout en levant de nouveaux impôts. Tout ceci mécontente énormément les grands vassaux de France, qui vont finir par s'allier entre eux afin de mener une action militaire contre le roi de France. Cette coalition est constituée de pas moins de 6 ducs et 8 comtes. C'est ainsi qu'est créée la dite Ligue du bien public. Ça vous rappelle rien ? Pourtant, cette ligue porte bien mal son nom, car ce ne sont pas des biens publics, mais des biens particuliers que cette ligue sert avant tout et pour tout. Grâce à ces rentrées d'argent substantielles, Charles se constitue une grande armée de mercenaires. Ce qui fait que cette nouvelle guerre civile marche très bien pour les Bourguignons, qui finissent même par assiéger Paris avec les Bretons. Au final, ils parviennent à faire signer un traité à Louis XI qui est tout bénef pour la Bourgogne, agrandissant les possessions de Charles avec la Picardie et le comté de Boulogne. Après ça, Charles est persuadé que sa victoire est uniquement due à son intelligence tactique, ce qui en résultera qu'il refusera par la suite tout conseil. Et ça lui réussit. Il ne cesse de guerroyer et agrandit encore les possessions du duché. Dinan, Liège, l'Alsace, la Champagne, la région de Grisgau deviennent bourguignonnes. Mais Louis XI n'a pas dit son dernier mot. Au fil du temps, il finance des révoltes dans le duché de Bourgogne, que Charles réprime alors dans la plus grande cruauté, brûlant, rasant, pillant les villes soulevées, en incitant ses troupes à la torture et à la mutilation. Charles espère ainsi dissuader toute nouvelle révolte dans le duché par ses exemples particulièrement sanglants. Sauf qu'un jour, Louis XI, le fomenteur de révolte en sous-main, se fait prendre la main dans le sac. En effet, Charles de son côté, qui a de la suite dans les idées, décide de se marier avec la sœur du roi d'Angleterre dans l'optique d'avoir une aide militaire. Et là, Louis XI décide de rencontrer son cousin pour parler de traité de paix afin d'éviter une nouvelle guerre, voyant bien qu'il serait à son désavantage. Le truc, c'est que, parallèlement aux discussions de paix, il continue d'envoyer des émissaires pour provoquer des soulèvements et des émeutes en Bourgogne, en particulier à Liège, qui pourrait très bien entraîner toutes les Flandres à sa suite. Et là, Charles l'apprend au beau milieu des négociations de paix. Là, il pète un câble, le mec. Il dégaine son épée et va même pour transpercer Louis XI façon poinçonneur des lilas pour prendre sa place en tant que roi de France. Finalement, il se calme et fait foutre au cachot Louis XI.
Une fois qu'il l'a bien mis à la diète, il le force à céder sur plusieurs points, notamment pour ce qui est de céder des territoires. Et c'est ainsi que quelque temps plus tard, Charles emmène de force le roi de France à Liège. Là, les révoltés regardent méduser Louis XI sur une mule, poussé par le duc de Bourgogne, qui le force à hurler à plein poumon « Vive la Bourgogne! Vive la Bourgogne !» Tout ça avant de livrer Liège au pillage, au feu et de la faire raser. On change pas les bonnes habitudes. Charles, après s'être bien fendu la poire, décide de libérer Louis. Une fois rentré à Paris bien au chaud, Louis XI décide alors de revenir sur tout ce qu'il a accordé à Charles, et se met même à s'asseoir avec ses armées sur les territoires de Charles, en occupant les villes bourguignonnes. En réaction, Charles le Téméraire, très en colère, se venge sur des petites villes françaises dont il fait massacrer les habitants. Des gens qui n'ont quand même rien demandé. Le truc, c'est que l'obsession de Charles pour agrandir son territoire se fait aussi aux dépens de ses propres alliés, et entraîne leurs inimitiés. De plus, ces techniques ultra-violentes consistant à piller les villes, torturer les habitants et de finir joyeusement en foutant le feu avant de tout raser n'ont pas les résultats escomptés, car plutôt que de faire tenir tout le monde à carreau par la terreur, ça pousse de plus en plus de monde à se rebeller. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent, comme disait Caligula. Surtout que les villes qui ne se soulèvent pas rechignent de plus en plus à payer son effort de guerre, celui-ci dilapidant les ressources des villes tout en les appauvrissant. Et plutôt que de se mettre les grands bourgeois des villes dans sa poche, il affiche un mépris total envers eux, car ils ne sont pas nobles, ce qui ne fait qu'envenimer les choses. Et dans le même temps, il se déclare souverain de droit divin et se fait confectionner un diadème d'or d'une richesse prodigieuse orné de saphirs et de rubis dont même l'empereur germanique témoignera. Non mais sérieux, vous la voyez venir la catastrophe ?